Alors, les Togolais ont dit, de la manière dont nous avons été gouvernés par Eyadema jusqu'en 90, nous tirons les leçons du passé en disant, nous ne voulons plus que quelqu'un nous dirige pendant plus de 10 ans. Le peuple togolais était dans cette situation, dans cette psychologie collective. Quand Faure, en ce moment, veut les diriger plus de 10 ans, c'est cela. Parce que le fait que la loi, la constitution ait changé, n'efface pas dans la mentalité collective qu'il a déjà fait 10 ans. Le fait que Compaoré change la constitution n'efface pas son moment de règne, la durée de son règne. C'est ancré dans la mémoire collective. Et c'est à partir de ça que fonctionne le peuple. Donc, il a voulu aller en travers de la volonté populaire. Mais moi, je me suis dit, peut-être, il s'est dit qu'il se protège contre l'assassinat de Sankara et d'autres, Zongo et autres. Mais il ne peut pas se protéger à vie parce qu'il est encore jeune. Excusez-moi, entre guillemets, il est encore jeune. Il ne peut pas rester au pouvoir parce qu'il veut se protéger jusqu'au bout. Ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Donc, il a voulu aller contre le peuple et ce n'est pas possible d'aller contre un peuple. Ce n'est pas possible qu'un individu aille contre un peuple et qu'il gagne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis l'alternance, les changements sont inscrits dans la nature même. L'alternance qui est inscrite dans l'univers, dans le temps et dans l'espace. Monsieur Sass, regardez les saisons. Monsieur Sass, regardez les végétations. La végétation qui change. Regardez quand vous voyagez sur le globe. Regardez les milieux froids, trop froids. Les milieux chauds, trop chauds. Les milieux de sable aride, de sable chaud. Les milieux de glaciers qui brûlent. Comme le sable du désert brûlant aussi. C'est de l'ordre naturel que l'on demande l'alternance. Ça relève de la nature. Et donc, si quelqu'un veut se mettre contre la logique, contre les principes de la nature même, c'est lui qui se fait écraser. Alors justement, si il arrivait que le leader numéro 1 devienne têtu et veut s'inscrire en faux contre la loi de l'alternance, est-ce que le fonctionnement normal des institutions n'aurait pas amené les autres institutions comme l'Assemblée nationale, voire autres, à rappeler le président Compaoré à l'ordre? Le problème dans nos États, c'est que quand on a un président, c'est lui qui décide de tout. Nos chefs d'État, il ne faut pas se tromper, son premier ministre, il ne faut pas se tromper, son président de l'Assemblée nationale, ils sont membres, le président est membre du gouvernement. Les gens sont à des postes où ils ne décident de rien, ou alors ils guettent la position du président et puis il avance une idée. Les premiers ministres n'ont pas de pouvoir en tant que tel. Les ministres n'ont pas de pouvoir d'initiative en tant que tel. Il n'y a pas de débat, c'est ce que je veux dire. Bon, on peut comprendre pour l'exécutif, c'est la seule et même équipe, mais qu'en est-il du législatif et du judiciaire quand nous fonctionnons sur le principe de Montesquieu qui consacre la séparation des pouvoirs? Oui, mais la séparation des pouvoirs. Vous savez, dans nos pays, on sait aussi comment certains deviennent magistrats. Vous savez, le problème est aussi un problème de carrière. C'est aussi un problème de carrière. Et parfois, nous réglons les questions d'État avec une mentalité de fonctionnaire. Vous savez aussi qu'en Afrique, et au Togo particulièrement, si vous avez des tendances, ou en tout cas, il suffit d'admirer l'opposition. Vous n'avez pas une carte d'un parti d'opposition, ça suffit pour mettre une croix sur votre carrière. Ce n'est pas, je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, ce soir-là, dans l'administration, les gens ne sont pas libres d'adhérer au parti de leur choix. L'administration est embrigadée pendant les élections. Vous voyez combien de fonctionnaires de l'administration dans les partis politiques d'opposition créés, ce n'est pas qu'ils n'en veulent pas. Mais ça porte préjudice à votre carrière. Je sais de quoi je parle. Monsieur Achadam, on en connaît qui se sont déclarés militants de l'opposition seulement à leur admission à la retraite. Oui, mais bien sûr, parce qu'à la retraite, il n'y a plus de risque. Il n'y a plus de risque. Mais ce n'est pas possible, par exemple, dans le contexte du Togo, de dire, je suis à la fonction publique et je veux être militant de l'opposition et je m'affiche comme tel. Votre carrière dépend de cela, de votre position. Parce que l'administration est politisée à outrance. Les agents de la fonction publique ne sont pas libres. Ils ne peuvent pas choisir le parti de leur choix. Ils vont même en campagne contre eux-mêmes, contre leur volonté.
Même au-delà de l'administration, même le privé. Et si vous ne soutenez pas le pouvoir en place pendant les élections, on vous pourchasse en tant que privé. Donc vous avez des gens qui gouvernent et qui sont tout puissants, qui sont voraces et qui décident de tout, qui veulent décider de tout, qui ont des tentacules partout. Du coup, ceux qui les conseillent, ceux qui sont proches d'eux, ne leur disent plus la vérité. Alors justement, à quoi cela est dû quand nous nous sommes donné des textes qui limitent les pouvoirs de chacun dans les rangs que la Constitution a consacrés? Oui, vous avez des tests dans le cas du Togo, mais le président Yadema est mort, paix à son âme. Vous avez vu dans quelles conditions Faure a été installé. Le 5 février 2005. Les gens se sont dit, nous pouvons rester au pouvoir tant que nous voulons. À partir du moment où nous avons de l'argent ou autre chose, nous pourrons rester au pouvoir. Voilà tout. Si nous arrivons à affamer le peuple, nous resterons au pouvoir tant que nous le voudrons. Voilà l'enjeu. Donc, ils sont là. Il y a les tests. Mais les constitutions aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a écrit un livre où il se posait la question de savoir, faut-il brûler les constitutions en Afrique? Parce qu'il s'est demandé, mais c'est quoi finalement l'intérêt de constitution? Regarde, en réalité, une constitution est faite pour durer. Mais la constitution est plus révisée que la loi ordinaire. Nous parlons beaucoup plus de révision de la constitution que de loi ordinaire. Donc finalement, pour certains des chefs d'État africains, la constitution, c'est un peu comme, excusez-moi l'image, pour l'image, c'est un peu comme le permis de conduire, où vous avez le créneau, vous avancez, à chaque fois que vous voulez cogner un cône, on l'enlève. Quand vous voulez cogner un obstacle, on l'enlève. Finalement, vous ne passez pas un examen. C'est-à-dire que quand il y a une loi, quand il y a une disposition qui vous fait obstacle, on enlève la disposition. C'est comme ça qu'on évolue. Les gens ne veulent rien respecter parce qu'ils sont chefs d'État. Alors justement, si les gens ne veulent rien respecter et qu'en face d'eux, il n'y a pas de contre-pouvoir, est-ce ce qui fait que la rue maintenant s'invite dans le débat? Oui, bien sûr. Parce que vous savez, la rue en réalité, ce n'est pas le premier recours. La rue, c'est la liberté d'expression. Et la liberté est consacrée dans notre constitution. Aristote dit même que le fondement même de la démocratie, c'est la liberté. Alors que vous, un être humain qui mange à sa faim, qui boit à sa soif et qui ne s'exprime pas, il n'est pas différent d'un animal. Il ne parle pas, il n'exprime pas ce qu'il pense, il n'extériorise pas sa pensée. Donc, quand vous voyez le pouvoir public se dire, oui, nous adoptons une constitution, mais après on va faire ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, si j'ai bien compris votre question. Oui. C'est-à-dire, le dirigeant numéro 1, il veut s'accorder tous les privilèges, quitte même à passer outre les contre-pouvoirs qui eux-mêmes n'ont pas le culot, le courage de s'opposer aux velléités. Et la rue intervient. La rue intervient comme dernier recours. C'est-à-dire que la liberté d'expression, elle peut être verbale. Elle peut être écrite. C'est-à-dire que je m'exprime contre un pouvoir en place. Ou bien j'écris contre un pouvoir en place. Mais je peux sortir manifester contre le pouvoir en place. Mais il faut que ce soit très clair pour tous. Le fait de manifester dans la rue n'est pas s'inscrire hors la loi. C'est-à-dire que la marche dans la rue n'est pas un outil de hors la loi. Parce que dans notre constitution, c'est accepté. Et il y a une loi qui a adopté. Il y a une loi qui réglemente les manifestations publiques dans la rue. Donc c'est réglementé. Alors, il faut arrêter de traiter ceux qui marchent, ceux qui manifestent dans la rue, de hors la loi. Maintenant, le problème c'est quoi? Ceux qui sortent ne sortent pas de leur gré. Parce que c'est le dernier recours, je veux dire. Mais les gens parlent, on ne nous écoute pas. On écrit, personne ne nous écoute. Il faut sortir. Et les frustrations. Est-ce que vous avez observé les Togolais au feu rouge? Quand vous regardez les visages, les traits sont vraiment tirés. Quand vous regardez les gens au visage dans la circulation togolaise, à Lomé, il y a un problème. Vous traversez Accra ici à la frontière, les gens n'ont pas le même visage. Hein? Donc ces frustrations accumulées, l'injustice, les inégalités, l'arrogance de ceux qui nous gouvernent, c'est quand on est dans un véhicule RTG qu'on devient arrogant, alors qu'on est dans un véhicule payé par nous tous. Le carburant est par nous tous.
Même la femme en travail à l'hôpital est rabrouée. Donc, cette arrogance-là, cette frustration-là que les gens engrangent, n'est-ce pas? À un moment donné, ils sont obligés de le rejeter hors. Et donc, ils font tomber tout ce qu'ils ont en face d'eux et la rue intervient. Donc, encore une fois, la rue, ce n'est pas une pratique hors la loi. La rue est légale. Maintenant, il faut savoir que ceux qui sortent pour manifester ne le font pas parce qu'ils sont contents de sortir. Même les forces de sécurité qu'on sort, qui parfois sont amenés à les charger, ne sortent pas parce que ils sont contents de sortir. Même parfois, ils chargent les manifestants par sécurité parce qu'eux aussi, ils ont peur par moment. Donc, les manifestants ne sont pas sortis de gré, la police n'est pas sortie de gré, mais il y a quelqu'un qui les a sortis qui est quelque part. La malgouvernance. La malgouvernance sort la population dans la rue et les agents de sécurité sont obligés de sortir par ordre. Parce qu'on leur a donné un ordre, ils sont obligés de sortir. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Eux aussi, ils en ont marre. Mais ils sont dans un corps qui ne peut pas s'exprimer comme nous. Ils n'ont pas la même liberté que nous. Monsieur Tchadam, il arrive malheureusement que la rue ne soit pas exempte de débordements, voire même de violence, alors que la démocratie, que nous appelons de tous nos voeux, est respect de l'ordre. Alors, est-ce que quelque part, la rue, insurrection populaire, est-ce que cette insurrection ne s'inscrit pas en contradiction de la démocratie, qui est aussi synonyme de l'ordre, du respect de la loi du moment, du moins? Oui, le problème, c'est qu'il y a un équilibre à tenir entre l'ordre public et la liberté de manifestation. Et c'est un équilibre très fragile. Dans des situations normales, où la gouvernance est normale, une manifestation ne débouche pas sur une insurrection avant que le pouvoir ne plie. En réalité, en matière de choix du moyen d'expression, celui qui décide, c'est le gouvernant. C'est le gouvernant qui a le choix. C'est un peu comme le jeu du wari. C'est le premier qui coupe, qui indique le jeu à jouer. C'est un peu comme le batteur à la danse. Le peuple danse, mais le batteur, c'est le gouvernant. Si vous choisissez d'écrire contre un régime qui vous écoute, qui réagit en fonction de ça, qui se réajuste, vous n'avez pas besoin de parler. Même il suffit d'écrire. Ils vont lire. Maintenant, vous écrivez, personne ne vous écoute. Vous parlez, personne ne vous écoute. Vous savez, c'est vrai, on dit au Togo, il y a la liberté d'expression, il y a des journaux, il y a des radios. Oui, c'est vrai. Mais à quoi sert la liberté d'expression si ceux qui doivent vous écouter pour changer ne vous écoutent pas? On vous oppose la sourde oreille. À quoi sert la liberté d'expression dans ce cas? À la limite, quand quelqu'un vous écoute chez lui, il prend son jus calmant et dit, regardez les salauds, ils savent pas ce qu'ils disent. À quoi sert la liberté d'expression dans ce cas? Donc, c'est les gouvernants qui ont le choix. C'est leur comportement qui amène le peuple à choisir entre écrire ou parler ou sortir et manifester. Et quand ça devient une insurrection, et là, on ne parle plus de la loi. Ne parle plus de la loi. Là, on sort du cadre réglementaire. Parce qu'en ce moment, tout le monde en a marre et on ne peut plus parler de loi. Et c'est ce péril-là qui sort l'armée, qui dit non, écoutez, arrêtez, nous prenons la situation en main. Et heureusement, aujourd'hui, ce qui s'est passé au Burkina va faire jurisprudence. C'est que désormais, l'armée ne dirigera plus de transition. Parce que maintenant, quand un militaire va faire un coup d'État en Afrique, juste après avoir fait le coup d'État, déposer le président, il se met de côté. Même la transition, l'armée ne la dirigera pas. Est-ce que ce cas qui commence à se faire au Burkina est transposable dans d'autres pays africains, éventuellement chez nous ici au Togo? Mais ça, moi, ce que je voudrais dire, c'est que les gens ont l'impression, vous savez, tout pouvoir donne l'impression de solidité. Vous avez l'impression que le pouvoir, il est solide. Mais mine de rien, il craque. Vous savez, il y a des bâtiments qui tombent, mais qui tombent de façon surprenante. C'est-à-dire que toutes les fissures sont en place. Et il manque un seul facteur. Et en l'espace d'une seconde, tout un bâtiment s'écroule. Il y a un mois, on pourrait soutenir que, comparé, il est encore solide, il peut faire ce qu'il veut. Mais il est parti. Ça peut se passer au Togo aussi. Ça peut se passer au Togo, monsieur Sass. Maintenant, parce que nous avons vu la situation au Burkina, les pouvoirs publics togolais peuvent anticiper.
Alors justement, dans ce sens, vous parlez tantôt de la rue comme le dernier recours de ceux qui ont des raisons de penser qu'ils n'ont pas été écoutés, que leurs aspirations n'ont pas été satisfaites. Et monsieur Achadam, Oui. Dieu seul sait si les Togolais marchent depuis 90, accéléré depuis 2010, et une partie des Togolais appelle encore à une marche de protestation dans les rues de Lomé en fin de semaine, et les partisans du pouvoir, eux aussi, qui apparemment n'ont pas des raisons d'être mécontents vis-à-vis du pouvoir, eux aussi ils veulent marcher. Qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, je crois que nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons opté pour la démocratie. Nous avons adopté une constitution dans laquelle nous disons, nous sommes pour le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, vous l'avez dit. Après, nous nous sommes rendus compte, dans cette même constitution, nous avons retenu que la liberté d'expression est accordée, protégée par les pouvoirs publics et les institutions, garantie par la loi. Alors, je ne vois pas pourquoi une partie de l'opposition, ou en tout cas l'opposition veut manifester, et maintenant on dit qu'il y a une manifestation, une contre-manifestation. Nous n'avons pas besoin de ça. Comme si ceux qui autorisent, en tout cas ceux qu'on doit informer pour ces marches, étaient des autorités différentes. Je ne comprends pas ça. On a l'impression que l'autorité que l'opposition doit informer est différente de l'autorité que les autres doivent informer. On a même l'impression que les deux manifestations vont se dérouler dans deux pays différents. Je ne comprends pas ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Finalement, qu'est-ce que l'on veut? C'est de la provocation? Je ne comprends pas. C'est nous-mêmes qui avons adopté la loi pour réglementer les manifestations publiques. C'est la loi du 16 mai 2011. Tout est dit dedans. Alors, l'opposition veut manifester, on attend, on voit l'opposition manifester. Si après les gens du pouvoir, les militants du pouvoir veulent manifester, ils sortent. Maintenant, quand ils vont sortir des deux côtés, qu'est-ce que les gens veulent? Justement, on vous dira que la rue n'est pas l'apanage d'un seul bord. D'autres diront même que une partie des Togolais n'ont pas le titre foncier sur les manifestations publiques. C'est-à-dire que ceux qui manifestent pour ou bien contre, les uns et les autres ont les mêmes droits. Monsieur Sass, vous avez les mêmes droits. Chacun choisit sa date, non? Qu'est-ce qu'ils attendaient pour manifester? Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas attendre manifester le lendemain? Pourquoi les manifestants du pouvoir ne l'ont pas fait avant le 21? Pourquoi ils ne peuvent pas le faire le 22? Le soleil ne s'arrête pas le 19 ou le 20. Pourquoi? Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons vraiment pas besoin de ça. Ça, c'est regrettable. Nous n'avons pas besoin de ça. Je n'ai pas d'expression propre pour le dire. C'est pour ça que je le répète. Le Togo n'a pas besoin de ça. Ils ont le droit de manifester. Qu'ils choisissent une autre date. C'est simple. Qu'ils disent ce qu'ils pensent, que les autres disent ce qu'ils pensent aussi. Et nous avons aussi la particularité d'avoir un pays où il n'y a pas de débat entre pouvoir et opposition. Vous suivez la télé pendant toute une année, vous n'avez pas de gens en train de débattre pour que chacun apporte sa position, ce qu'il pense de la gouvernance de ce pays. C'est pas normal. Moi, je crois que les autorités n'ont qu'à revoir cette histoire-là. Eh bien, revenons au fonctionnement normal de la démocratie, en tout cas comme nous le souhaitons, nous l'avons consacré dans la Constitution, à savoir que le pouvoir est dévolu régulièrement par des échéances électorales. Alors, au vu de ce qui se passe en Afrique et chez nous au Togo depuis la première élection, le référendum de septembre-octobre 2012, dites monsieur Achadam, est-ce que les élections, ou bien quel est le sens réel encore des élections en Afrique et au Togo? Sur le principe, nous disons que nous optons pour le gouvernement du peuple, par le peuple. Et pour le peuple. Et pour le peuple. Deux conséquences peuvent être tirées de cela. C'est-à-dire que le peuple s'auto-gouverne. Et il se gouverne dans son propre intérêt. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, l'autogouvernance suppose que le peuple lui-même prend des décisions. Mais vous n'imaginez pas tout le peuple togolais à l'Assemblée nationale, tout le peuple togolais assis à la présidence de la République. C'est pour ça qu'il faut une démocratie représentative. Donc, les Togolais doivent désigner celui-là qui doit les gouverner en tant que président de la République et en tant que député à l'Assemblée nationale. Donc, c'est le pouvoir, c'est le peuple qui détient le pouvoir et qui le confie à qui il veut, comme vous venez de le dire. Mais aujourd'hui,
quand on regarde les élections, quand on jette un regard rétrospectif sur les élections au Togo, depuis là, moi je vois plus de questions que de réponses. Je ne vois pas ce qui a été déposé. Vous savez, c'est ça aussi les frustrations. Quand les gens sont dans un village, vous prenez un village ordinaire du Togo, les gens se connaissent, hein. Tout le monde connaît tout le monde dans un village. Tout le monde sait que dans le village A, il y a plus de gens d'opposition que de gens du pouvoir. Dans un autre village, les gens savent qu'il y a plus de gens du pouvoir, plus de militants du pouvoir que des militants de l'opposition. Alors, quand vous êtes dans un village où vous savez que vous avez 80% de chance, avec 80% de la population est pour l'opposition, et au soir des élections, on donne les résultats, c'est plutôt 80% pour le pouvoir, il y a un problème. C'est pour ça que je parle de l'inversion des résultats. Comment on fait les sondages? On interroge les gens, non? Mais dans un village, tout le monde connaît le sondage quand il s'agit d'une question donnée, parce qu'on connaît tout le monde. Et ils ne se cachent pas pour qui ils ont voté, hein, quand vous arrivez dans un village. Et ils ne se cachent pas, moi j'ai voté pour tel, quand bien même le vote est secret, et ils en parlent. Alors, donc, vous êtes dans un village où des gens sont d'obédience d'opposition, et puis à la fin des résultats, on vous dit, ils ont gagné. Mais, le problème, c'est quoi? Le RPT a toujours... Le RPT n'existe plus, monsieur Achadam. Le RPT unir, c'est le même schéma, c'est le même procédé, c'est la même démarche. C'est-à-dire que, ils se disent, nous sommes à Dapaon. Il n'y a pas d'opposition charismatique comme ça, il n'y a pas un opposant qui draine les foules à Dapaon. Donc, à la fin des élections, nous avons gagné Dapaon. Nous sommes à Mango. C'est fou, ça, quand même c'est faux, c'est vraisemblable. Nous sommes à Mango. Il n'y a pas un opposant de carrure qui draine les foules. Donc, nous avons gagné. Même si c'est faux, c'est vraisemblable. Nous sommes à Kara. À Kara, c'est la ville du chef de l'État. Mais tous les gens de la Kara ne sont pas du pouvoir. Nous avons les mêmes problèmes que la ville de Kara, les mêmes problèmes que la ville d'Anié ou la ville de Vaughan. Mais on dit, parce que le chef de l'État est là-bas, nous avons gagné là-bas. À Sokoré, vous n'avez pas un opposant de carrure. Donc nous avons gagné là-bas. On arrive à Tapamé, on trouve aussi l'élément. On arrive à Lomé, si nous disons que nous avons gagné Olympio Fabre ici, ça va être trop flagrant. Donc il a gagné une bonne partie, nous prenons un peu. Dans le pays Ouachi, c'est pas possible de dire qu'on a gagné à Bouibo, maître à Bouibo. Donc on prend un peu, on lui laisse beaucoup. Alors, l'un peu, d'ici, plus le tout volé du centre et du nord, ils ont gagné. Donc, c'est une démarche du vraisemblable. C'est ça l'enjeu. Et quand vous voulez jouer contre une équipe, il faut connaître sa stratégie. Il faut connaître, en football, ils disent, son système de jeu. Il faut connaître son système de jeu. Donc, c'est comme ça que les gens volent. Et puis, les gens s'appuient aussi sur l'assimilation au pouvoir. Et les peuples africains, ou en tout cas au Togo, les gens ont ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, si le président de la République est Bassar, donc les Bassars votent le pouvoir. Ce qui est faux. Si le président de la République est Kabia, donc les Kabia votent le pouvoir. C'est faux. Mais c'est nous-mêmes qui assimilons le pouvoir aux gens et ils trouvent des facilités dans ça. À partir du moment où l'opposition même dit, comme le président est Kabia, les Kabia votent pour le président. Donc, après les élections, le pouvoir dit, nous avons gagné les villes Kabia. Et ils vont plus loin. Quand nous disons que l'armée est pour eux, à la fin, ils engrangent tout le vote de l'armée en disant, comme ils disent que l'armée c'est pour nous, donc l'armée a voté pour nous, la police a voté pour nous. Mais ils font partie du peuple. Quand nous parlons du peuple, il ne s'agit pas seulement des civils. Le peuple, c'est aussi les gens en uniforme. Et ils ont les mêmes problèmes que nous. Monsieur Achadam, vous venez de tomber dans votre piège. Quand vous disiez tantôt que le pays Ouachi serait le fief d'Agboibo et que Lomé serait le fief de Olympio de Fabre, vous tombez dans le même piège que vous reprochez. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas sorti le mot fief. Jusqu'à cette seconde précise, je n'ai pas sorti le mot fief. Vous êtes le premier à prononcer le mot fief ce soir. Mais quand vous je l'ai pas sorti. J'ai dit, on est dans le pays Ouachi. Le pouvoir dit, comme Maître Agboibo est Ouachi du milieu, si nous disons que nous l'avons battu, ça va être trop flagrant. C'est ça, eux, leur logique. C'est pas un problème de fief. Moi, je peux battre Maître Agboibo dans le pays Ouachi comme il peut me battre à Sokoré ou à Bafilo. Il n'y a pas de problème. Zarifou en 98 a fait des trucs à Palimé, mais il n'est pas élevé de Palimé. J'ai dit tout simplement que leur logique, c'est une logique de ressortissant. C'est pas une logique de fief.
Alors, vous disiez tantôt qu'il est important pour l'adversaire de connaître le système. Oui. Le système en face pour se donner les moyens de le battre. Pour l'élection présidentielle de 2015, est-ce que vous pouvez nous dire si l'opposition connaît assez bien le système du parti au pouvoir et se donner les moyens d'une éventuelle victoire en 2015? C'est ce que je vous ai dit. Les enfants nés en 90 ont aujourd'hui 34 ans, c'est ça? 24 ans. 24 ans. C'est des majeurs, c'est des adultes. Il y en a qui sont même mariés, il y en a qui font déjà des enfants. Ceux qui avaient 7 ans en 90 ne savaient rien de ce qui s'est passé dans le pays. Et ils ont 30 ans aujourd'hui. Ils n'ont pas la même perception du processus. Ils n'ont pas la même perception des événements de 90. C'est la raison pour laquelle il faut changer de verbe. Il faut changer de posture. Et il faut changer de stratégie. Et face à cette stratégie de tel vient de là, et où il n'y a personne ici, donc nous avons gagné, il faut assurer un maillage du territoire national. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que Adi a eu 3 députés à Dapaon, c'est bien 3? 2. 2 députés à Dapaon, grâce à un opposant en dehors de Tchabouré Gogé. Vous ne pouvez pas me dire que c'est grâce à un autre que Adi a eu 2 députés là-bas. Donc, il faut avoir une réflexion stratégique qui prend le pouvoir en place dans sa propre logique et éviter l'assimilation au pouvoir sur la base de la profession ou sur la base même de l'origine. Mais il faut faire en sorte que l'on ait un maillage entier du territoire national. Il ne faut pas se tromper. Vous ne pouvez pas dire à distance, moi je peux mobiliser plus que tel qui est sur place. Donc ça, il y a une réflexion à faire. Et ça, c'est à l'intérieur de l'opposition. Encore faut-il que cette opposition puisse se mettre ensemble. Ça aussi, c'est un défi. Mais, vous constatez que, c'est vrai, les mêmes pratiques sont restées dans UNIR, mais vous sentez un rajeunissement, n'est-ce pas, des acteurs politiques au niveau de UNIR. Il y a eu un rajeunissement et l'opposition a aussi besoin de ce rajeunissement-là. Comme je le disais, le rajeunissement, comme l'alternance, fait partie de l'ordre normal des choses. C'est de la nature des choses. Eh bien, nous sommes à quelques mois de la prochaine élection présidentielle, début 2015. Au vu du feuilleton que nous livre quotidiennement l'opposition dans ces différentes compositions, est-ce que le rêve tant partagé par nombre de Togolais quant à une alternance au sommet de l'État, est-ce que ce rêve est envisageable? Oui, bien sûr. Moi, je crois à l'alternance. Et c'est pour ça que le PNP dit il faut changer aujourd'hui pour choisir demain. Tant que les Togolais n'ont pas changé le système qui nous gouverne actuellement, ils n'auront pas la liberté de choix. Donc, ils ne pourront pas parler d'élection. Parce que élire, c'est choisir. Il faut changer aujourd'hui pour choisir demain. Et il faut se mettre dès le début dans la tête qu'en réalité, l'alternance recherchée par l'opposition, ce n'est pas pour arriver au pouvoir. C'est peut-être pour arriver et gérer une transition correcte, normale, qui s'assure de conduire à terme les réformes avant maintenant de lancer des élections. Et en ce moment, à partir de là, on connaîtra le poids réel de chaque parti politique. Donc, il ne s'agit pas d'aller aux élections, gagner et gouverner, mais il s'agit d'aller aux élections, battre le pouvoir en place et d'organiser une transition conséquente. C'est-à-dire gérer pendant un certain nombre d'années le pays, avoir une cogestion qui est telle que, au sortir de là, que le Togo n'est plus à retomber dans la crise et que chacun soit obligé de respecter la loi. C'est-à-dire que la force revienne à la loi et en ce moment, tout le monde va être tranquille. Les gens ne seront pas obligés de sortir dans la rue pour se faire blesser ou se faire tuer. Là, vous touchez du doigt un autre problème important de l'heure, c'est la réforme. Pour certains, il faut aller nécessairement aux réformes, obtenir les réformes avant d'envisager même la participation de l'opposition aux élections. Pour d'autres, à défaut des réformes, il faudra y aller quand même. Quelle est votre école à vous, monsieur Achadam? Mais il faut faire des réformes. Oui, les réformes, mais ici et maintenant ou après, disons, la prochaine élection. Moi, je crains que si le pouvoir ne fait pas les réformes, je crains qu'on radicalise l'opposition. Pourquoi le pouvoir a peur des réformes? Pourquoi le pouvoir a-t-il peur d'un scrutin majoritaire à 2 tours? Le plus démocratique qui soit. Vous connaissez combien de pays encore en un scrutin à 1 tour? Vous en connaissez, vous? Il
Il y a encore combien d'États africains qui sont à scrutin à un tour? Tout le monde sait qu'il est moins démocratique que le scrutin à 2 tours. Pourquoi ils ont peur de réformes? Pourquoi au Togo on ne parle pas du vote des Togolais à l'étranger? Pourquoi? Ils contribuent au développement. C'est eux qui sauvent les gens même dans la misère. Pourquoi ils contribuent au développement et quand nous voulons désigner nos gouvernants, ils n'ont pas droit au chapitre? Qui a peur du vote des Togolais à l'étranger? Qui a peur du vote du scrutin majoritaire à 2 tours? Il faut aller aux réformes. Dans presque tous les pays aujourd'hui, les citoyens à l'étranger votent. Le scrutin à 2 tours, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Togo va faire exception? Aujourd'hui, vous vous rendez compte que tout est en train de se normaliser autour de nous. Hein? Le Bénin est normal. Le Ghana, on n'en parle pas. Le Burkina va se normaliser. Nous allons devenir le maillon faible de la chaîne de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être qu'à l'avenir, pour étudier, pour faire une étude comparée de la démocratie, de la liberté, il faudra nous comparer à, je ne sais pas, il n'y a pas un État dans la mer, mais peut-être voir si nous sommes plus libres que les poissons. Peut-être le Gondwana. Bon donc, il faut faire les réformes. Quand ils parlent du temps, nous avons vu comment ils ont révisé la Constitution en quelques minutes, en quelques jours pour installer fort au pouvoir. C'est pas le temps qui manque pour le faire. Mais, moi je crains que s'ils ne font pas de réformes, qu'ils radicalisent l'opposition. Parce que les gens vont se dire, bon, si vous ne faites pas les réformes, nous allons nous battre pour que Fort ne se représente pas. Mais en même temps, d'autres disent s'ils se battent et qu'ils se représentent, à la proclamation des résultats, si on le proclame admis, les gens vont se battre encore. Donc nous partons pour des luttes. Nous n'en avons plus besoin, monsieur Sass. Nous n'en avons plus besoin. De toutes les façons, il ne peut pas gouverner éternellement. Il ne peut pas asseoir une dynastie de Gnassingbé. Ce n'est pas possible. Mais en même temps, certains disent que c'est l'opposition qui ne rassure pas le pouvoir d'aller dans le sens des réformes. Comment l'opposition rassurerait-elle le pouvoir? En quoi faisant? Par exemple, en rassurant qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières dans le camp d'une éventuelle alternance. La chasse aux sorcières. Les sorcières ont tué des gens ou les sorcières n'ont rien fait? Bon, d'accord. Jusqu'à quand vont-ils tenir? Jusqu'à quand vont-ils tenir? C'est ça la bonne question. Jusqu'à quand? Vous savez, il faut savoir poser les actes au bon moment. La culture africaine apprécie le pardon, la demande de pardon. Ils doivent jouer sur ça. Ils doivent connaître la mentalité africaine pour jouer. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Quand on aura l'alternance, je pense que la réconciliation va être effective. Parce qu'en ce moment, c'est les souris qui vont initier la réconciliation plutôt que les chats. Parce que les chats continuent d'attraper les souris.